Bonjour tout le monde, vous aurez remarqué, au vu des films que je vous conseille tout le temps sur cette chaîne, que j'aime d'amour le cinéma des années 80. Je l'ai découvert par mes parents, il a fait un petit peu toute ma culture cinématographique, et ce cinéma, je crois que vous l'aimez beaucoup aussi. Là où j'ai eu de la chance, c'est qu'à travers tous les films cultes qui ont été offerts par cette décennie, qui en avait quand même des tonnes, on m'a aussi montré quelques petits trésors cachés. Des films moins connus, mais qui méritent tout autant d'être découverts. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné 5 films de cette décennie qui valent vraiment le détour, que j'avais pas vu depuis un petit moment, malgré le fait que ce soit des films qui aient bercé ma jeunesse ou qui soient hyper représentatifs de cette époque-là, et des films dans lesquels je me suis replongé avec plaisir. C'était un peu mon petit shot de nostalgie à moi, quoi. Petite précision avant de commencer cette vidéo, la plupart de ces films, quand je les ai découverts, je les ai vus en VF, ce qui donnait évidemment, vous connaissez la VF des années 80, quelques petites répliques un peu pépites. C'est une petite frappe qui se prend pour un kung fu la merde. Mais bon, pour le bien de cette chronique, et parce qu'on va vous montrer les œuvres telles qu'elles sont pensées et réfléchies, je vais vous mettre les versions en VO. Et pour commencer, je peux pas ne pas commencer par ce film très étrange que j'avais vu gamin, et alors le moi enfant avait un peu fait abstraction de ce côté très bizarre, qui m'a vraiment frappé lorsque je l'ai revu. Clairement, je me suis retrouvé face à un espèce de cocktail, de mélange des genres improbable, qui se permet toutes les dingueries de mise en scène. Je dois vous parler d'un film sorti en 1985, qui s'appelle The Last Dragon. Le Dernier Dragon, c'est une sorte de mélange entre film de kung-fu, film musical, pure comédie, un film aux répliques incroyables et aux gags qui ne reculent clairement devant rien. The Last Dragon nous raconte l'histoire d'un jeune disciple des arts martiaux qui, avec son maître, tente d'obtenir l'étoile des 7 dragons, ce qui ferait de lui une sorte de sage suprême. Bon, il s'en sort pas trop mal. Là, pour l'instant, il est à 6 dragons, ce qui est d'ailleurs un peu improbable parce que c'est un peu un ahuri, mais bon, bref, passons. Et il va partir à l'aventure dans ce monde à la recherche du 7e dragon. Sauf que sur son chemin, entre 1000 épreuves, il va tomber sur Shonu, un espèce de voyou dangereux, psychopathe et sadique, qui va tenter de lui barrer la route. Bon, et à partir de là, on va avoir un film qui surfe en permanence entre un second degré hyper bienvenu et une sorte de côté nanardesque volontaire, qui va clairement le rendre assez unique en fait. Am I the meanest? Sure enough. Am I the prettiest? Sure enough. Am I the baddest mofo low down around this town? Sure enough. Well, who am I? Sure enough. Et vous savez, pour que ce genre de film marche, il faut qu'il y ait une sorte de bonne humeur générale, tu vois, une bonne humeur quasi hystérique et communicative. Et ça, c'est exactement ce qui me plaisait gamin et qui a marché encore sur moi aujourd'hui. Ce film, clairement, il l'a. The Last Dragon va cocher toutes les cases. La bonne vieille BO avec les gros synthés bien 80s, les bons gros costumes old school fluo, les acteurs, mais qui en font des tonnes, des idées de mise en scène dingo avec des cadrages tout droit sortis d'une autre dimension. Vraiment, t'es dans l'archétype du film ancré dans son époque. Mais le revisionnage m'a aussi permis de profiter d'un scénario qui peut sembler évidemment assez débile au premier abord, mais qui en fait, non, clairement, moi je trouve qu'il marque par sa générosité. Parce que tout est prétexte, en fait. Tout est prétexte au gag, tout est prétexte à l'aventure, à l'exploration, à la comédie, et le film enchaîne les situations improbables et les répliques hallucinantes pour 1h45 de pur plaisir. I would not do that if I were you. Et mine de rien, c'est quand même difficile de gérer un rythme quand tout ton film repose sur cette espèce d'hystérie, sur des péripéties qui doivent s'enchaîner non-stop. Tu dois renouveler l'intérêt du spectateur en permanence, et pour ça, The Last Dragon, il a bien une idée, c'est d'aller toujours plus loin dans l'improbable. Mais sans aucun opportunisme, on sent juste que tout le monde s'éclate devant et derrière la caméra, tout le monde s'éclate à faire ce film, le cinéaste en tête. Et si la mise en scène, ne fait pas non plus des miracles, on profite quand même d'une belle photographie
photographie, d'un éclairage qui, à l'image du film et de sa direction artistique générale, n'hésite pas du tout à y aller franco. Et c'est pour ça que je voulais commencer cette vidéo par ce film. Parce que cette générosité, ces scènes d'action infinies, ce sentiment d'aventure et d'exploration d'un monde qui est palpable, hein, qui existe vraiment, ces couleurs hyper flashy, bah voilà, ça me faisait quand même rêver quand j'étais gosse. Et le revoir aujourd'hui reste un pur plaisir. Si tant est, évidemment, qu'on en attende pas plus qu'un bon petit film un peu nawak, que tu peux regarder le samedi soir et qui est un digne représentant d'une époque où on se permettait quand même un petit peu toutes les dingueries visuelles au cinéma. Ok, alors les gars, le deuxième film, il m'a beaucoup marqué. Parce qu'au milieu des films d'animation Disney, donc vous voyez les grands classiques, je pense que nos parents nous les ont tous montrés, ou en tout cas on les a tous découverts, ben c'était un peu une anomalie. Après The Last Dragon, je vais vous parler de The Last Unicorn, donc la dernière licorne. Un drôle de film, hein, avec quand même un drôle de casting vocal aussi. On a quand même Christopher Lee et Jeff Bridges au casting. Et dans ce film, on va suivre une licorne qui vit dans une forêt magique. Bon alors, sauf que cette licorne, c'est la dernière de son espèce. Les autres ont été faites prisonnières par un espèce de roi sadique et cruel. La licorne va donc se mettre en tête de les libérer et va se lancer dans un périple rempli de magie et d'aventure, ouais, ok. Sauf qu'en le revoyant, ben les gars, on est quand même sur un film bien plus ambigu et bien plus étrange que ce que j'avais en tête en fait, voire carrément en vrai bien plus glauque et adulte que ce que je me rappelais de mon visionnage quand j'étais gosse. No, not yet. Not yet. You're mine. If you kill me, you're still mine. C'est marrant, hein, parce que j'avais le souvenir d'un film tendre, mignon, où les sorcières et les animaux magiques s'entraident et finissent par triompher du mal. Sauf qu'en fait, non, le film il ruisselle de scènes très ambiguës et de sous-entendus que mon cerveau avait complètement chassé. Il y a rien qui ne fasse de ce film un film carrément déconseillé aux gamins. Ils vont pas en sortir traumatisés, je pense. Mais sur certains points, c'est pas dit qu'ils auront la même lecture que vous. Et le film, surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'il traîne avec lui une certaine mélancolie en fait. Je veux dire, on est quand même loin du dessin animé niais, certains personnages meurent, les enjeux sont énormes et très dramatiques, mais bref, voilà, revoir The Last Unicorn, c'est aussi se replonger dans un drôle d'univers, où les décors sont assez magnifiques et contrastent d'ailleurs avec une animation qui a par contre, je pense que vous le voyez, plutôt vieilli, et c'est un film lui aussi très marqué 80s, par sa musique, par sa mise en scène, et voilà, aussi par son propos assez étonnant, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, le film traite quand même de sacrées thématiques et il en traite avec une certaine nostalgie assez étonnante. Pour quiconque ne l'a pas vu, c'est une sacrée curiosité à découvrir si vous arrivez à passer outre une animation qui a quand même, bon, voilà, largement vieilli, mais des films d'animation comme ça, franchement, on n'en voit pas tous les jours. Bon, le troisième film, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo sur le 5e élément, mais voilà, c'était impossible pour moi de passer au travers. Un petit film bien what the fuck, bien bordélique, au casting complètement improbable, et au scénario, vous allez voir de façon absolument dingue. Je vais vous parler des aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8e dimension, tout un programme. Alors, on va suivre Buckaroo Banzai, qui est un neurochirurgien métalleux, rockstar, leader d'un groupe qui s'appelle les Cavaliers de Hong Kong. Et du coup, le copain Buckaroo Banzai, il va découvrir la 8e dimension, ce qui nous met un peu dans la merde. Parce que ça met en péril toute la Terre et ça va libérer des créatures un peu machiavéliques. Bon, ça vous va comme synopsis, ça? Vous la sentez, la bonne odeur des années 80? Ah, et bien sûr, ouais, pardon, j'ai oublié de mentionner le fait qu'il y ait Jeff Goldblum, Christopher Lloyd et Peter Wellers au casting. Et vous vous en doutez, on est sur un film de pur divertissement. Un de ces films complètement cultes de leur époque, qui a la bonne idée de ne pas se prendre au sérieux, et c'est un film qui ose toutes les expérimentations. Si vous acceptez de vous laisser porter, vraiment, vous allez vous régaler. This is Chase 1. We got his tracks. They go right up to a wall of rock. Holy shit!
Clairement, moi, quand j'ai découvert ce film, bon, j'étais plutôt ado qu'enfant. Et j'ai vite décidé de laisser toute crédibilité de côté et juste, juste de me laisser porter par le film. J'avais vraiment que ça à faire, en fait. Me laisser porter par ce mélange étrange entre rock, science-fiction, voyage dans le temps, extraterrestre, effets spéciaux assez kitsch et scènes complètement absurdes. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que t'acceptes ça, t'as vraiment un film qui est très plaisant, quoi. Ça va à l'essentiel, t'as pas une exposition qui dure 40 minutes, vraiment ça va direct dans le but du sujet, et c'est quand même vraiment bien mis en scène, hein. Je veux dire, l'univers existe, on y croit, même si cet univers il ne ressemble à rien de connu et qui finit toujours par surprendre. Le film est très très plaisant à suivre, ce qui était loin d'être garanti, hein, et ça témoigne quand même d'une vraie science de la narration et de la mise en scène. Surtout qu'on se retrouve vite à aimer chaque personnage et à vouloir suivre leurs péripéties. Clairement, on s'implique émotionnellement, c'est vraiment un film dont je voulais parler ici, même si je l'ai déjà évoqué vite fait sur Intercut, il fallait absolument qu'il soit dans cette vidéo. Don't touch him. Bon, et maintenant les gars, c'est le moment où je triche, où je vous parle, pour finir cette vidéo, de deux films, de trésors des années 80 certes, mais qui n'ont pas forcément bercé ma jeunesse, puisque je les ai découverts pour cette vidéo. Donc en soi on reste dans le thème, juste je sors du storytelling du Louis gamin pour passer dans la peau du Louis adulte qui a découvert des films des années 80 qu'il adore et dont il veut absolument vous parler. Et pour commencer, je vais vous parler de 37,2 degrés le matin. Un étrange titre pour un film qui a eu 1000 nominations au César, qui a eu une nomination aux Oscars, aux Golden Globes, aux BAFTA, donc quand même un film qui a quand même marqué un peu son époque, et on est sur un grand film, hein, qui est un peu moins flashy que les trois précédents, ça c'est sûr, mais qui reste complètement fascinant. C'est aussi le premier rôle de Béatrice Dalle, qui incarne une jeune femme unique, entière, jeune, une jeune femme sauvage qui va tomber amoureuse de Zorg, un écrivain maudit et alcoolique. Bon, ça a l'air d'être du classique, elle va le soutenir, puis peu à peu, elle va devenir de plus en plus ambiguë, de plus en plus incontrôlable au fil du récit, lorsqu'elle va décider que son amour, donc Zorg, est aussi le plus grand écrivain de sa génération. Et peu à peu, la romance va va complètement sombrer dans la folie, et ne croyez pas qu'on est sur un Plus belle la vie de luxe, hein, vraiment à milieu de ça. Ce film, c'est un film plein de tensions, c'est un film très libre dans sa mise en scène, et c'est un film aux performances d'acteurs vraiment impressionnantes. Celle qui capte la caméra, c'est clairement Béatrice Dalle, qui joue comme si c'était son 20e rôle. C'est hallucinant. Elle est terrifiante, elle est profondément bouleversante dans le rôle de cette femme incapable de se contrôler, dans le rôle de cette femme frustrée, qui est en proie à des crises de désespoir et de folie. Et elle porte en elle vraiment toute la tension d'un film qui navigue entre l'histoire d'amour et d'amitié la plus pure possible et l'angoisse d'un quasi-thriller hyper tragique, dont la scène finale est vraiment touchante, quoi. Ce film, il semblerait qu'il ait été diffusé plusieurs fois à la télé, que ce soit un film culte pour pas mal de monde, et le découvrir n'a fait que renforcer mon admiration pour Béatrice Dalle, mais m'a aussi donné envie de continuer la filmo de Jean-Jacques Benex, le réalisateur, qui fait vraiment ici preuve d'un sacré talent de mise en scène. Donc c'est vraiment un film à voir. C'est la première fois qu'on soit dans la lumière. Et pour finir cette vidéo, on va aller dans quelque chose d'un peu plus léger, on va aller vers une comédie. Une comédie sortie en 1989, une comédie un peu oubliée malgré le prestige de son réalisateur, Cameron Crowe, réalisateur de Vanilla Sky, entre autres. Un teen movie bien 80s, donc ce serait vraiment dommage de se priver. Laissez-moi vous parler de Un monde pour nous. Ce film, c'est quand même vraiment la définition même du film charmant, quoi. Le film est tendre, drôle, romantique, et pourtant, il part d'un pitch on ne peut plus simple. C'est l'histoire de Lloyd qui veut pécho la belle et intelligente Diane. Ok, bon, voilà, sauf que Cameron Crowe, c'est très loin d'être un tâcheron. Il sait écrire des personnages, et croyez-moi, ça change tout. Le duo principal, interprété par John Cusack et Ian Sky, est très loin des stéréotypes du genre. Lui, c'est pas le beau gosse du lycée, ni le geek timide, ni le branleur moyen
moyens. En fait, voilà, c'est juste un mec complètement normal. C'est vous, c'est moi, c'est un mec dans la moyenne, on peut le croiser dans la rue. Et elle, c'est exactement pareil. Et autour d'eux vont graviter une galerie de personnages secondaires bien plus creusés que dans la plupart des films du genre. Il y a vraiment une vraie volonté d'aller plus loin, de faire vivre ces personnages, et ça, c'est une sacrée qualité. Il y a vraiment une douce naïveté qui se dégage de ce film, une bonne odeur des années 80-90, un peu fantasmée, mais pas du tout dénuée d'enjeux dramatiques. Hein. Mais tout ça, ça en fait un teen movie bien trop sous-estimé à mon goût, et une comédie romantique largement au-dessus de la moyenne. Et si t'ajoutes à ça une bien belle photographie, une caméra qui sait faire respirer ses personnages, et qui ne les colle pas à outrance pour créer un attachement factice et artificiel, donc une mise en scène intelligente et une super direction d'acteur de Cameron Crowe, ben t'as vraiment un super petit film touchant et qui pourrait bien être votre petit bonbon pour une soirée. Je vous le conseille, vous ne serez pas déçus. Hey, Keymaster? Yeah, I have to judge who can drive home and who can't. I gotta keep their keys. So it's an honor. No. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit format que je teste qui me permet de vous parler de films qui, je pense, certains d'entre vous les ont déjà vus et de vous remémorer des souvenirs comme moi qui sont des petits bonbons. J'ai de quoi faire cette vidéo sur chaque décennie en fait. Clairement, rien ne m'empêche de continuer ce format sur d'autres décennies. Si ça vous chauffe, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche. Il y a aussi un Tipeee pour ceux qui veulent ou peuvent me soutenir. Et nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.